Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière. Je m'appelle Florent Devillis, je suis responsable des communications et du marketing du théâtre Cercle Molière et j'ai l'honneur d'animer ce nouvel épisode. À mes côtés, on retrouve maître Tarek Daoudi ainsi que Fanny Lynn qui vont nous parler aujourd'hui du théâtre et du droit. Pourquoi du théâtre et du droit, me direz-vous? Parce que c'est un sujet qui, moi au départ, en tout cas quand j'ai commencé à en entendre parler avec Fanny qui m'évoquait son projet, qui était pas forcément très intuitif pour moi, bien que mes connaissances en théâtre sont quelque peu limitées. Mais très vite, ça m'a intrigué, notamment toute l'élaboration de son projet, les intervenants, les professions des intervenants et des intervenantes. Et donc on va pouvoir en parler avec eux, ils sont à mes côtés. Cet événement s'appelait Théâtre et droit pour le meilleur et pour le pire, qui a eu lieu dans le studio du théâtre Cercle Molière ce 29 novembre. Et j'ai fait quelques petites recherches par rapport au théâtre et au droit. Alors si on est un peu flemmard comme moi et qu'on fait une rapide recherche, on va dire, sur qu'est-ce que le théâtre sur Wikipédia, on se rend compte que, et là je paraphrase, le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie, un genre littéraire particulier, et l'édifice dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. On parle aussi de genre dramatique. Au sens figuré, théâtre désigne un lieu où se déroule une action importante, par exemple un théâtre d'opération militaire, bien que ça ne soit pas le sujet. D'une manière générale, aujourd'hui, on peut dire que le spectacle prend une définition de plus en plus, on va dire, large en fait. Et aujourd'hui, on va tendance à considérer qu'il s'agit de spectacles dans lesquels des comédiens, mis dans les circonstances et les situations créées par un texte et la vision d'un metteur en scène ou d'un réalisateur, incarnent des personnages pour un regard extérieur, c'est-à-dire le public, dans un temps et un espace limité. Les dialogues écrits sont ce qu'on appelle pièces de théâtre, mais il peut y avoir également du théâtre sans texte écrit ou même sans aucune parole. Si maintenant on regarde une définition comme le droit est défini comme l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux, ou de façon plus complète, l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. Dernière définition qui me semble, pour le coup peut-être la plus complexe mais aussi la plus intéressante, la définition du procès. Le mot procès désigne l'ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne, mais ça pourrait également être un organisme ou un État, qui entend faire valoir en justice un droit dont la reconnaissance fera l'objet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt. Le procès se compose de l'ensemble des formalités judiciaires qui seront engagées pour obtenir la décision finale, y compris les incidents, les mesures d'instruction, c'est-à-dire enquête, expertise, ou encore l'utilisation des voies de recours et les voies d'exécution. À la suite de ce blabla, j'aimerais déjà revenir avec toi, Fanny, sur qu'est-ce qui t'a mené sur ce projet justement de création de cette conférence qui a été vraiment très très instructive, pour moi en tout cas. Bonjour à toutes et à tous, merci Florent de nous accueillir et Yannick au studio en vol 91. Eh bien, c'est à l'occasion d'une proposition de Anna-Laure Coupe, ma tutrice encore pour une semaine, et Geneviève Pelletier, directrice du TCM, sur un projet que je pourrais élaborer en tant que clôture, une fin de chapitre pour ce stage. Elles m'ont confié du coup les soins de le créer de A à Z et avec les moyens du bord, on va dire, et ça a été une épreuve pour faire mes preuves toute seule et avoir cet aperçu de comment peut se dérouler la création d'un événement, quelles personnes impliquées, quel partenariat aller chercher, etc. Donc c'est plutôt bien tombé parce que j'étais dans une période de transition entre le bagage en droit que je laissais derrière moi en France et mes nouvelles expériences au sein du théâtre à Winnipeg. Donc ça s'est fait plutôt naturellement, ça s'est imbriqué naturellement et le processus d'élaboration s'est fait de soi. Et ce processus-là, est-ce que tu as pu rencontrer des difficultés particulières ou même des facilités avec ton parcours ? Est-ce que tu as réussi à faire des passerelles
entre le théâtre et le droit d'une manière relativement simple, ou est-ce que ça t'a demandé pas mal de temps de réflexion? Est-ce que tu as eu des débats en interne, par exemple avec Tariq, sur ça? Il y a eu beaucoup de difficultés en effet, mais c'est des choses on apprend sur le tas, on va dire, pour ce genre de projet. Si je pourrais en citer, ce serait beaucoup de travail de recherche et sur rester concret ou non, avoir cette ligne directrice et ne pas s'en écarter. De la patience aussi et beaucoup de confiance en soi. C'est que c'est un projet au départ qu'on portait seul et au fur et à mesure des intervenants et intervenantes qui venaient s'y ajouter et apporter leur propre énergie, leur propre force, ça a été beaucoup plus réconfortant et engageant aussi. C'est ça. Savoir qu'on était plus une équipe plutôt que des individus à part entière qui viennent s'ajouter à un projet. En termes de facilité, je pense que ça a été ma motivation personnelle et le fait de savoir que j'étais bien entourée, que ce soit en France, ici, à Hawaï, tout ça. Les proches étaient vraiment là pour apporter leur perspective et me redonner confiance sur ce que j'entreprenais. Et évidemment, la passion je vais pas dire et le droit, ce serait vraiment hypocrite, mais et le théâtre et certains aspects du droit. Voilà, beaucoup de curiosité également. Super. Tariq, est-ce que tu pourrais excuse-moi, j'ai oublié de t'introduire, Fanny. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement et puis revenir un peu sur comment est-ce que tu as vécu justement cette soirée conférence? Oui, d'accord. Alors, moi, c'est Tariq Daoudi et puis très, très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. D'abord, je suis le directeur général de l'Association des juristes d'expression française du Manitoba. Et puis, une de nos activités principales, c'est le Centre Info-Justice Manitoba. Je suis également enseignant de cours de droit à l'Université du Manitoba. Alors, en français. Alors, je m'intéresse beaucoup au droit en français. Mais oui, je me suis beaucoup intéressé à cette soirée en particulier parce que j'ai quand même eu beaucoup d'expérience avant le droit et pendant, avec les arts, avec le théâtre, avec la musique, avec tout ça. Alors, ça faisait longtemps que je voyais beaucoup de liens et puis ça m'a fait plaisir d'essayer d'en exprimer dans ce contexte-là. Et comment est-ce que cette soirée, après, tu l'as vécue en termes de débat qu'il y a pu y avoir, en termes de réflexion? Est-ce que ça a pu changer un petit peu ton approche, t'a faire évoluer, ou est-ce que ça t'a renforcé dans tes convictions? Oui, franchement, ça m'a renforcé parce que vraiment, je dirais que mon exposé, même, c'était un exercice qui faisait preuve de ce que j'essayais d'exprimer. C'est-à-dire, j'essayais de changer le ton de ma voix, le volume de ma voix, tout ça, tout en montrant avec des exemples avec ma guitare en même temps comment il y a les tonalités qui existent qu'on parle oralement ou qu'on parle, je veux dire, en parole ou bien avec des sons ou même avec des gestes sur place en théâtre. Alors, c'est ça. J'ai en fait eu tellement d'idées pour cet exposé que c'était plutôt une question d'essayer de me limiter et de choisir quelque chose en particulier. Justement, en termes de tonalité, en termes du musique, Fanny a très bien expliqué durant la conférence qu'il y avait cette espèce de rapprochement et en même temps d'éloignement qui existait dans le théâtre et avec les questions de droit et de procès. Je me souviens que toi, tu nous avais fait justement cet exemple de tonalité et de musique en expliquant que notamment quand tu répètes une même phrase, tu arrives justement à créer de la tension et une sorte d'appui par rapport à ton argumentation. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on retrouve systématiquement lors d'un procès? Est-ce que c'est une sorte d'outil justement pour ton argumentaire? Est-ce que c'est, quelque chose qu'on apprend, par exemple, durant ses études? Est-ce que vous avez, par exemple, des ateliers d'improvisation, des ateliers où on vous demande de vous perfectionner, notamment à l'université et école? Oui, je pense que c'est des oui tout alentour de toutes ces questions-là, mais d'abord la dernière, oui, j'ai même participé à un concours de plaidoirie orale pendant mon temps à l'université. Et puis, c'est ça. Pour mon exposé, j'ai choisi de faire ça parce que, par exemple, oui, ces mêmes thématiques peuvent exister dans un procès même. Par exemple, habituellement, on va parler un peu le thème d'une poursuite. Un avocat va présenter un thème
ok, cette poursuite, c'est vraiment au sujet de quelqu'un qui a été accusé ou quelque chose. C'est-à-dire, on essaye de présenter une thématique et puis cette thématique va se répéter, va s'amplifier et puis c'est cette répétition et puis autres petits trucs comme ça qui vont faire que ça va donner un impact à un jury ou bien au juge. Et puis voilà, la répétition c'est qu'un exemple là, mais je dirais que si je l'ai appris à quelque part, c'est au fur et à mesure, c'était pendant l'école de droit et dans ma pratique actuelle aussi. Fanny, est-ce que toi tu pourrais revenir par rapport à ton parcours notamment universitaire? Eh bien, j'ai pendant longtemps fait de la musique. J'étais au conservatoire régional de Rennes en dominante violoncelle. Et il y a un moment dans ma vie, j'ai dû entrer en double cursus parce que je voulais pas laisser la musique de côté. Beaucoup ont essayé de m'en dissuader parce que en termes d'horaire, d'aménagement d'horaire et de la quantité de travail que les deux domaines me demandaient, c'était plutôt chaotique. Ça l'a fait en quelque sorte, mais il y a bien un moment où j'ai dû me résilier à en choisir l'un ou l'autre. Donc je me suis plus concentrée sur le droit, tout en essayant d'avoir toujours ce contact avec la musique, que ce soit faire des collaborations avec des gens de certaines écoles pour leur production, etc. Mais oui, en termes de droit, ça a été pas mal éprouvant. Je pense que on a eu pas mal de discussions avec Anne-Charlotte à ce sujet-là, bien que je puisse quand même en garder un bon souvenir, notamment pour ma matière en majeur, qui était du droit international public. Donc c'est une matière que je peux retrouver encore aussi dans ce à quoi j'aspire, notamment devenir polyglotte et ce désir de vouloir, via notamment ce genre de projet, rassembler les gens et via les arts ou via autre chose, mais quelque chose qui nous permettrait de nous raccoler encore plus dans ce monde qui est de plus en plus divisé. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. Si, c'est correct. Je me demandais après si jamais par exemple je te demandais de donner une sorte de, comment est-ce que toi tu définirais, ce rapprochement et cet éloignement, le théâtre et le droit. Comment est-ce que toi tu verrais ça? Donc tu me demandes deux aspects, c'est-à-dire et leur proximité et leurs éloignements. C'est ça, et parce que des fois j'ai un peu cette impression que ce qu'on appelle éloignement, c'est peut-être aussi ce qui fait leur rapprochement aussi quelque part. Absolument. Sur un point plus formel et structurel, donc j'avais parlé à cette conférence de tout l'aspect qui impliquait l'espace et voire même le code vestimentaire. Mmh. C'était ces règles de jeu et ces de base à l'Antiquité, c'était des espaces consacrés, et le théâtre et le droit étaient des activités publiques qui avaient la même importance au sein de la société. Donc il y avait de là en fait une naissance quasi imminente en fait de ces deux domaines-là. Tu viens d'évoquer leur prédominance au sein de l'Antiquité. Mm-hmm. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Que voudrais-tu savoir là-dessus, Florent? Comme par exemple, à quelle civilisation par exemple tu fais référence dans l'Antiquité? Parce que je sais que je me souviens quand tu en as parlé durant la conférence. Mes souvenirs sont un peu poussiéreux, parce que j'avais une matière dessus, donc je vais faire du mieux que je peux. Au niveau de l'Antiquité, ce serait... Je pourrais pas donner les dates exactes, je dirais... Non, mais... Ça dépend en fait des auteurs qu'on voudrait impliquer. C'est-à-dire Sophocle, ce serait le 5e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est la Grèce antique? Oui, c'est ça, pardon, c'est ça. J'essaie de retrouver le courant philosophique, mais c'est principalement Aristote qui a notamment conceptualisé la notion de catharsis, dont on a traité aussi lors de cette soirée-là. Est-ce que tu voulais savoir... Justement, la notion de catharsis, si vous arriverez à me répondre dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup, ce concept. J'avais essayé là de retrouver comme une petite définition dessus, mais qui ne m'a pas beaucoup aidé. Il fallait alors me solliciter, Florent, mais bon, ça c'est... Mais justement, je voulais voir ça avec vous directement durant le balado. Très bien.
Est-ce que Tariq peut-être non? Ok, très bien. Moi, je vais faire du mieux que je peux. La catharsis, c'est un effet qui va se ressentir sur et les personnes qui seront sur scène et les personnes qui seront dans le public. Ça va être une sorte de purgatoire en termes émotionnels. On peut encore avoir ça, que ce soit dans les faits divers, que ce soit à la télé, que ce soit dans ce qu'on consomme, on va dire, culturellement. Désolée pour le mot consommer culturellement, c'était un raccourci. Mais c'est une manière de se purifier de toute passion archaïque qu'on aurait en fait en tant qu'humain, que ce soit sur des thèmes comme la tragédie, vous voyez, même entre nous dans notre entourage, on peut avoir ces moments où on va chercher ce drame, ces petits gossips dans notre communauté, je pense. Et ça, c'est une forme de catharsis. Alors la catharsis, c'est pas nécessairement relié uniquement, par exemple, au droit, au procès, au théâtre. C'est quelque chose qui peut en fait se retrouver dans plein de domaines différents, en fait. À différentes échelles, elle pourrait avoir en fait. Est-ce qu'une arène, par exemple, pourrait être totalement. Ouais. Quand on parlait de justement besoin archaïque d'être confronté à ces choses intenses, une arène, ça peut être l'exemple parfait. On a besoin de voir du sang, on a besoin de voir la souffrance, on a besoin de voir les lions manger les crocodiles et les crocodiles manger les humains. Oui, c'est clairement un autre niveau, tout autre niveau de catharsis, je pense bien. Donc, on peut dire quelque part qu'il y a cette espèce de liaison entre le théâtre et le droit, qui sert, comme tu le disais, de purgatoire, mais on va canaliser tous ces, on va dire, ces côtés, ces vies, ces instincts les plus primaires qu'on va, comment dire ça, rejeter en fait au sein du procès et que l'on va se débarrasser. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Au sein du procès et du théâtre, par exemple. En fait, si j'ai bien compris ce que tu me demandes, tant bien le procès et une pièce de théâtre peuvent se rejoindre sur l'effet qu'ils vont donner aux gens impliqués. C'est-à-dire cette idée de purger les passions, combler les pulsions qu'on a. Ouais, okay. Et c'est un équilibre dans la société à avoir. Monsieur Soulier parlait d'une psychothérapie collective, tant bien dans le procès que lors d'une pièce de théâtre. Tu parlais de canaliser les choses auxquelles on devrait s'éloigner, donc notamment les pulsions de meurtre et j'en passe. Mais justement, la loi est là pour nous canaliser là-dessus. Et un procès, notamment criminel, au pénal, consisterait à traiter ces sujets-là qui nous touchent tous, ouais. et d'avoir encore une fois ce côté purgatoire. Je me rappelle que dans mes anciens cours, lorsque j'étais à mon lycée en France, était évoquée cette question de la morale également dans le théâtre, mais pas dans le droit, parce qu'à ce moment-là, on ne s'était pas évoqué. Mais du coup, j'essaie de voir est-ce que finalement le théâtre aussi a une valeur morale, en fait, Tariq ? Et le procès, du coup, par jonction. Ouais, certainement que le théâtre a présente des valeurs morales à la société. Je pense que c'est un les points forts du théâtre, et puis un de ses fonctions même. Je pense que c'est intéressant, même lors de la soirée, je pense que Fanny avait mentionné quelques arrêts de la Cour suprême, là où on a même repris certaines paroles de Shakespeare, je crois. Il y avait Molière aussi, peut-être. Ouais. Voilà. Alors, c'est certain que avec des grands écrivains, des grandes pièces, parfois on peut exprimer des trucs vraiment humains, vraiment sur la moralité, d'une manière qui peut même tomber bien cité directement dans un arrêt de la Cour suprême. Alors, bien sûr que la Cour suprême est bien habituée aussi à débattre des questions de moralité, et puis je pense que c'est ça, le théâtre, ça nous permet une autre manière de considérer ces questions-là. Et puis, alors, ça, c'est un lien très fort, oui. Je tenais juste à faire une petite remarque sur la morale et le droit. Tu parlais plutôt de morale et théâtre, mais justement, lors de cette conférence-là, il fallait qu'on expose les limites, du coup, de cette proximité-là, notamment dans
ce que les apports du théâtre, enfin, à quel point les apports du théâtre seraient un danger dans la garantie d'une bonne justice de notre système. Et toute cette idée de morale, évidemment, ces citations de Molière et de Shakespeare qui sont très très riches en morale, pourraient être aussi un frein à la garantie de cette justice-là, en ce sens où c'est vraiment droit et morale des notions à différencier. C'était tout ce que je voulais dire. C'est que malgré le fait que le théâtre apporte quelque chose de plus humain dans les décisions de justice et apporte beaucoup de style également, je pense qu'il faudrait, c'est encore une fois une question d'équilibre, s'assurer que on utilise ces aspects du théâtre à des fins, plus rationnelles, on va dire, et moins floues comme pourraient peut-être le proposer les morales. Et la manière dont elles nous sont exposées, parce les morales sont là pour qu'on puisse aussi se les approprier et en prendre nos propres lignes. Mais voilà, c'était une petite remarque que je... Non, c'est très bien. Et que du coup, le théâtre, en fait, peut, par effet, avoir cette espèce cette fonction de réguler, en fait, nos droits, nos devoirs, oui. J'acquiesce parce que j'ai écouté. Okay. Oui, totalement. Depuis le temps où on a été humain, en fait, les questions sociales et les questions de justice ont surgi. Donc, je pense que si je comprends bien ce que tu me disais, ce que tu t'apprêtais peut-être à dire, qu'il y a cette idée de venir nous titiller dans nos consciences et venir nous interroger sur nos propres conditions humaines, tout en c'est assez bizarre à dire, mais tout en dramatisant et dédramatisant en fait les sujets traités. Pour revenir tout à l'heure, Tariq, tu mentionnais Shakespeare et Molière. Il y avait notamment cette question du récit, notamment le récit qu'on peut retrouver à la fois au théâtre, donc l'histoire et les dialogues entre les personnages, mais également ce récit qu'on peut retrouver notamment lors des procès. Et c'est vrai qu'il y a des similarités qu'on peut faire, notamment la question des costumes, où les avocats, les juges, les jurés, les accusés, les victimes et témoins peuvent en fait être assimilés à des personnages avec leur propre costume. Il y a tout un système de code en fait qui existe aussi bien dans le théâtre et dans le droit en termes de ce qu'on pourrait peut-être appeler habitus, ou en termes de comportement, en termes on va dire, de comment est-ce qu'on s'adresse, par exemple, aux jurés, comment est-ce qu'on s'adresse au public, comment est-ce qu'on s'adresse aux personnes même qui peuvent venir assister à un procès simplement en tant que spectateur. Qu'est-ce qu'on entend par récit précisément dans un procès? Est-ce que c'est vraiment très relié au théâtre, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est proprement spécifique au droit? Tariq? Alors, quand on parle de récit, on veut dire là, j'imagine, l'idée de préparer quelque chose et de le réciter. Ouais. C'est-à-dire, ça c'est absolument du théâtre, mais ça va exister, c'est certain, dans le procès aussi. Et puis il va y avoir, je pense aussi, ce qui rapproche au théâtre, c'est un peu l'espace entre ce qui est peut-être préparé et ce qui va naturellement se dévoiler sur scène en tant qu'improvisation ou bien de réaction avec les autres comédiens, tout ça. Et il y a aussi, tu touchais sur quelque chose sur le fait qu'il y a quand même une scène là dans le procès, il y a les costumes, et là je pense que comme tu suggérais tantôt, parfois il y a le rapprochement dans l'éloignement ou quelque chose du genre. C'est-à-dire, je pense que même l'idée, c'est peut-être un peu ironique, mais l'idée là, je pense que c'est plutôt de rendre ça moins un spectacle dans le sens de normaliser les choses, que ça ont toujours l'air de la même chose, et puis que la scène est la même, alors que dans le théâtre, on va mettre toute une scène pour préparer une histoire en particulier. Alors, il y a quand même cette différence là où on essaye c'est vrai dans les deux contextes, présenter une histoire. Et convaincre les personnes qui la considèrent de quelque chose, mais il y a quand même cette intéressante peut-être différence dans le sens où on essaie d'amplifier les effets dans le théâtre, et on essaie
Et puis ça va donner lieu à des citations qui sont belles et artistiques et puis qu'on va peut-être reprendre dans des arrêts plus tard. Mais dans le contexte juridique, c'est plutôt un peu de viser pour le non spectaculaire dans la mesure possible. Et puis je pense que c'est quand même une préparation de scène, comme tu dis bien. Et puis, mais c'est drôle là. Je pense que c'est plutôt question de préparer une scène assez simple et puis qui va dans la mesure possible pas enlever au témoignage et au plaidoirie tout ça. Et il y a cet aspect aussi dramatique, c'est-à-dire que au spectacle, on sait que c'est une fiction, mais qui d'ailleurs aussi parfois peut reprendre des faits réels ou des faits épiques ou mythiques. Mais au procès, il y a vraiment cet aspect, on va dire, officiel et dramatique dans la mesure où là, on parle de la vie de personnes qui peut être en jeu, qui peut déterminer leur futur également. Mm-hmm. Voilà. Alors il y a aussi cette différence, je pense, pour les auditeurs même ou les participants, c'est-à-dire dans le théâtre, on est invité à un peu laisser aller et puis la réalité et considérer quelque chose en abstrait. Et puis alors dans le monde d'un procès juridique, c'est comme un peu l'inverse. On essaye de jouer avec ces principes de moralité qu'on peut voir dans le théâtre et tout ça, mais de les appliquer à une situation de fait précis. Alors, je pense que une situation précise. Je pense que la mentalité des auditeurs va être. Il y a des similarités encore et des différences encore intéressantes là-dessus. Et puis, comme je disais pour mon propre exposé, j'en avais trop d'idées même. Et puis là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Fanny, est-ce que tu voulais revenir par rapport à ça? Sur le récit dans le procès ou... Pour le récit, moi, je pensais plutôt à l'exposition des faits lors d'une instance. C'est-à-dire qu'on va avoir des protagonistes, des antagonistes, on va avoir des scènes d'exposition, on va avoir de l'intrigue. Et encore une fois, dans tout ce procès ritualisé, enfin cette ritualisation du procès judiciaire, on a... Vous savez, je ne sais pas si toi, Florent, tu as eu l'occasion d'assister à une audience juridictionnelle, mais on doit se lever lorsque les officiers de la cour arrivent. Donc voilà, c'est dans ce récit-là, c'est très... Très codé. Exactement, très codé, mais en ce sens où c'est du prestige. Je pense que c'est pour accentuer cet aspect du prestige du droit. De gravité aussi. Exactement. Ouais. Donc, de gravité qui même pencherait plus vers le côté dramatique de la chose, tu sais. Ouais. Évidemment, pour des questions qui sont d'une gravité comme un crime ou autre, il faut qu'il y ait cette gravité-là, il faut qu'il y ait cette pesanteur, mais oui, c'est au niveau du récit, c'est plus dans l'exposition des faits. Chacun a sa version de sa vérité et la société cherche à trouver la vérité. C'est plus en ce sens que je voyais le récit dans le procès. Et est-ce qu'une recherche de la vérité du coup est possible ou est-ce que c'est selon l'appréhension selon l'appréciation des jurés, des juges qui pourrait être au théâtre, le public également, qui ensuite se fait sa propre opinion par rapport à la pièce de théâtre. Ouais. Faut savoir que Tariq et moi, on n'a pas eu la même éducation, donc la même approche de ce qu'est la justice et comment le système est établi. Mais donc ça dépendra des formations en fait des instances pour les questions traitées. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que les jurys vont faire partie comme d'un public et au théâtre comme après un procès, on est amené à débattre et à se poser des questions sur tous les aspects qui ont été traités. Voilà, c'est tout ce que je. Non, c'est super. Dire, c'est super. Je regarde ma feuille de questions. J'aimerais déjà vous demander, est-ce que vous aimez le théâtre? Si on aime le théâtre? Ouais. Moi, j'adore le théâtre. Quel genre de théâtre? Plutôt le dramatique Moi, j'aime tout ce qui est spectacle et puis qui est
qui est intéressant, peut-être qui parle de moralité ou bien qui est drôle ou mais j'ai toujours été je sais pas, j'étais peut-être gâté et puis j'ai pu assister à plusieurs pièces de théâtre et j'ai même participé dans des pièces de théâtre quand j'étais très jeune et puis alors j'ai une belle appréciation pour ça et puis bon, dernièrement c'est les opéras que je consomme, disons, et puis j'aime beaucoup ça. Voilà, moi je pense qu'il y a des liens pas seulement avec le monde juridique et les procès et tout ça, mais avec le restant de la vie. Il y a des importantes raisons pour lesquelles le théâtre existe dans notre société depuis si longtemps. Et toi, Fanny? Ah non, je déteste ça, le théâtre. Je peux pas. Non. J'ai toujours aimé ce côté performance, tu sais, dans mon éducation et comme dans mon parcours, j'ai toujours été impliquée j'ai toujours impliqué pardon, je reformule ma phrase. Le théâtre a toujours été impliqué dans mon cursus, que ce soit étant toute petite, comme disait Tariq par exemple, les premières représentations qu'on fait pour les parents, à des pièces qu'on va étudier chaque année, à des œuvres qu'on va étudier et reproduire. Mais particulièrement cette année, comme on dit ici, je suis tombée d'amour avec tout l'univers du théâtre et toute cette richesse qu'il y a dans cet univers. En fait, il faut vraiment ne pas s'attarder à la vision, on va dire, colonialiste et traditionnelle qu'on a du théâtre. Au-delà de l'Antiquité, il y a vraiment une multitude de formes de théâtre et de genres de théâtre qui sont à découvrir et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est ce que fait le TCM, en quelque sorte, dans sa programmation. C'est toujours nous ouvrir à d'autres formes d'expression du théâtre, d'autres genres de théâtre et vraiment nous sortir des zones de confort dans lesquelles on avait l'habitude de s'épanouir culturellement. Donc voilà, oui, le théâtre a une place très importante dans ma vie. Tu as évoqué là la question de la performance dans le droit et le théâtre. Il y a aussi cette question de l'improvisation qui a été évoquée d'ailleurs lors de ta conférence. Est-ce que tu pourrais venir un peu sur ces questions de l'improvisation? À quel point cela peut être intéressant à maîtriser, notamment lors de procès, et je poserai ensuite la question à Tariq, notamment comme à quel point cela peut être utile si par exemple tu fais face à un imprévu, si par exemple tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas anticipé par exemple un argumentaire de la partie adverse, ou même après le lien par rapport au théâtre, si par exemple tu fais face à une situation qui n'était pas prévue dans le théâtre, comment est-ce que tu improvises? Si par exemple il y a une interaction avec le public? C'est vraiment dommage que ni Joël ni Anne-Charlotte soient là pour en parler parce que je pense qu'ils ont... Bonjour d'ailleurs. Oui, on leur fait des bisous. Ils ont vraiment une approche et commune et différente en fait de l'improvisation. C'est-à-dire que on va voir Joël qui va être très très à l'aise avec l'improvisation. Il a eu un parcours incroyable, plutôt incroyable, oui, dans cette discipline-là. Et on a Anne-Charlotte qui est quelqu'un de très méticuleux, très organisé, qui sera rassurée par justement à quel point les choses seront ficelées, mais en amont. Pour autant, elle va, il me semble, faire de l'impro ce soir pour la Lime, parce que Lime, oui, et elle est vraiment bonne. Donc, j'aurais aimé qu'ils en parlent de vive voix et de manière plus personnelle. Pour ma part, l'improvisation, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie, mais de manière plutôt accidentelle. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise, mais c'est plutôt quelque chose qui va me sauver. Si je peux parler d'une anecdote... J'allais te demander. Oh non, il y en a tellement. Ce serait celle en musique. C'était lors d'un examen plutôt important. Et évidemment, l'organisation n'étant pas à cette époque du tout mon fort, je m'étais retrouvée avec ne pas connaître ma partition la veille. Mon professeur à cette époque-là était désemparé et me disait que j'avais 70% de chances de ne pas réussir cet examen-là. Pour autant, j'y suis allée et j'ai joué. Enfin, vient la délibération des jurys et un des jurys vient de me dire oh oui, tu joues très bien, c'était très bien. Moi, il y avait des aspects à travailler évidemment. Mais par contre, la prochaine fois, lis la partition.
il faut que tu saches ta partition. Tu nous as bien dupé. Mais moi qui l'ai suivi. Tu as improvisé. C'est ça. Ouais. C'est qu'il y a un moment où je connaissais pas ma partition et on est censé la présenter par cœur. C'est beaucoup plus professionnel et même en termes pour le musicien, on est beaucoup plus dans la zone, on va dire. Et ce moment-là, je savais que dans ma tête il se passait plein de choses et que je connaissais pas cette partie, je la maîtrisais pas. Évidemment, quand on a travaillé un morceau, et qu'on connaît bien son instrument, on peut se permettre en fait de ces libertés-là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas forcément un outil, l'improvisation, mais plus un mode de survie. Donc voilà, j'ai trouvé ça très important que Joël vienne en parler et nous en parler comme étant une discipline, étant quelque chose qui ne devrait pas être vu comme quelque chose de décousu, mais plus vraiment comme un outil pour la vie de tous les jours, que ce soit là maintenant, que ce soit au professionnel. Tu es en train d'improviser là. Exactement, c'est ma vie. Tarek ? Oui, tu me demandes d'improviser moi aussi. Allez. Oui, alors, je pense que c'est bien, si on parle de Maître Joël Lebois et puis d'Anne-Charlotte, ça donne vraiment l'exemple pour les deux, il y a l'improvisation qui joue là-dedans et ça se voit, mais c'est comme ils approchent ça de différentes manières. Il y a peut-être ceux qui veulent tout préparer dans la mesure possible et puis ceux qui sont plus à l'aise avec un peu plus d'incertitude, disons. Et puis, je pense que tout le monde se retrouve à l'intérieur de ça quelque part là. Et puis, je pense que c'est quelque chose d'utile de développer ces habiletés là-dedans, peu importe où on se trouve, parce que on a toujours besoin de ça. C'est dans toute pièce de théâtre, il y a toujours habituellement, si c'est pas censé être improvisé, il va y avoir tout qui est calculé à l'avance, mais il y a toujours des imprévus. J'en sais rien, peut-être les lumières vont mal fonctionner ou quelque chose, ou bien comme tu as dit dans un procès, dans une audience, il est toujours possible qu'on va avoir une question d'un juge qui nous complètement qui nous surprend complètement, ou même qui vient de nulle part là. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et puis même en école de droit, on nous préparait pour ça par les concours là auxquels je faisais référence. Les juges là, dans ce contexte-là, ils vont même être malins, ils vont faire exprès de vous poser des questions qui vont vous basculer là, qui vont vous déranger. Et puis c'est justement pour développer cette habileté c'est comme de pouvoir réagir, et puis de pouvoir continuer, et puis de justement improviser. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager par rapport à ces questions d'improvisation, que ce soit à l'école ou lors d'un procès? Franchement, je sais pas si je peux même en passer à une spécifiquement, parce que vraiment, je dirais que dans une petite mesure ou large, ça joue toujours un peu dans toute, je veux dire, dans tous les travaux, je veux dire, même en enseignant les étudiants, ou bien dans les consultations avec chaque client, c'est question de pouvoir réagir comme un musicien réagit avec un autre musicien, par exemple, que si on pense à un joueur de piano qui accompagne quelqu'un qui joue la trompette ou quelque chose, on voit un dialogue. Il va y avoir des accords qui sont prévus, il va y avoir des mélodies qui sont prévues, mais le tempo, comme je disais, les tonalités, le volume, tout ça, ça peut changer. Et puis c'est le genre de aspects improvisionnels qui sont comme presque omniprésents parfois. Alors, je pourrais même pas savoir en choisir une. C'est ça, et l'improvisation, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Fanny, c'est toute une discipline, en fait, qu'il faut maîtriser, apprendre à perfectionner, et qui est à la fois semblable et très différente entre le théâtre et le droit, en fait. On arrive bientôt à la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose ? Ou même me poser. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me dire? Non, t'as amené ça très très bien. On s'est senti, je pense, suffisamment à l'aise pour te répondre sans grande difficulté. Je pense que... Et tu m'as donné tes retours aussi, donc toutes les questions que j'avais à te poser, tu me les as... tu y as répondu. Est-ce que tu as apprécié la conférence qui s'est passée il y a 2 semaines? Oui, j'ai beaucoup aimé, et à ce moment-là, j'étais
pas encore tout à fait sûr de comment est-ce que j'allais faire mon prochain balado. J'avais déjà envie, tu m'avais donné cette idée de faire le théâtre et le droit. J'avais déjà envie d'inviter les intervenantes et intervenants, mais je savais pas encore bien comment est-ce que j'allais faire mon approche. Et quand je vous ai écouté tous et tous parler, ça m'a semblé évident après derrière. Tariq, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je pose? Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si de ton côté tu voudrais en parler, parce qu'on a dit tout au long là, c'était un peu un thème qui, c'est comme tout le monde a des impressions là-dessus sur c'est quoi le théâtre, c'est quoi la justice. C'était un peu ça qui sortait un peu de cette soirée aussi, c'était que ça a des liens avec la société, les deux, c'est l'ensemble de la société qui s'intéresse. Alors je pense que tout le monde peut avoir des belles perspectives là-dessus. Alors je me demandais, comme participant, comme vous avez observé ça, comment qu'est-ce qui est peut-être un lien en particulier qui t'a intéressé entre le théâtre et le droit? Je pense que c'était l'effet de la scène, c'est-à-dire toutes ces questions de rapprochement qu'il peut y avoir par rapport aux spectateurs qu'on peut assimiler au public qui assiste à un procès, mais ce spectateur qui peut également être une des personnes du jury. Et ça peut également être un juge, et puis après tous ces personnages qui sont sur scène, à la fois les témoins, les victimes, les accusés, les avocats, et puis même après ceux qui font la retranscription, à nouveau les juges, etc. Et puis après même la question des codes vestimentaires, des codes de parole. Comment est-ce que tu vas t'adresser aux personnes qui sont sur scène selon leur statut social et leur statut professionnel, comment est-ce que tu vas t'adresser au public, etc. Il y avait tous ces rapprochements et ces éloignements, mais ces éloignements qui quelque part peuvent aussi être facteurs de rapprochement finalement, qui pour moi étaient très 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 enrichissants, quoi. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre épisode. Je voudrais remercier à nouveau Envol 91 sans qui ce balado ne serait pas possible. Un remerciement spécial à Yannick. Je voudrais également remercier Maître Tarek Daoudi et Fanny Lin qui ont bien accepté de faire cet épisode. Et puis, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un prochain balado qui sera cette fois centré, si je me réfère à mon programme dans ma tête, sur notre prochain spectacle de saison, Le Soulier, plus de détails à venir dans les prochaines semaines qu'on peut retrouver sur notre site web et sur nos médias sociaux. Merci à vous et passez une bonne fin de semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.